Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Queremos la paz. Nous voulons la paix, nous la réclamons à corps et à cri. On nous fait payer une facture qui ne nous correspond pas. Nous, on est des personnes humbles, des paysans, des travailleurs. Sandra Rincon, victime de déplacements forcés, résume le cri d'alarme de millions de Colombiens qui vivent dans les territoires ruraux où la violence est de retour. On dénombre 14 foyers de tension sur le territoire, des conflits armés impliquant des guérillas et des gangs criminels qui se disputent le contrôle du territoire et des routes de la cocaïne. Et depuis début 2025, la violence a franchi un nouveau cap, surtout au nord-est, près du Venezuela, où plus de 50 000 personnes ont dû fuir leur village, du jamais vu depuis la fin des années 1990. Le président de gauche, Gustavo Petro, avait promis la paix totale lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2022. Il n'a pas réussi. Il a d'ailleurs pris un virage à 180 degrés en nommant un militaire à la tête du ministère de la Défense et en imposant l'état d'urgence. Et la Colombie s'expose au risque d'être replacée sur une liste noire de narco-États par l'administration Trump. Pour en parler, Sur le fil a invité Lina Vanegas, chef de rédaction à l'AFP à Bogota, et le chercheur colombien Jorge Mantilla de la fondation Idées pour la paix. Sur le fil. Son los que compran la cocaína de origen mexicano. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN. C'est le cartel de Sinaloa qui dirige la guérilla de l'ELN. Cette déclaration tonitruante de Petro a fait grand bruit dans le pays. C'était le 7 février. Et depuis le milieu de l'année 2024, la violence a fortement augmenté dans ce très beau pays, grand comme 2 fois la France. Les accords de paix signés en 2016 avec les forces armées révolutionnaires de Colombie semblent bien loin. La finalisation du processus de paix avec les autres groupes armés, plusieurs fois interrompue depuis 2023, est bloquée. Et les attaques contre des policiers ou des militaires attribués à la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale, et à des factions dissidentes des FARC se multiplient. Les opérations militaires aussi se sont multipliées. La peur est de retour dans les zones rurales, comme le raconte cette femme, Luisana Cedeno, interviewée à Ramundi, non loin de Cali, après une attaque à la moto piégée. J'ai tout vu et c'était horrible, horrible. J'étais très nerveuse, les jambes, les bras m'en tremblaient. Mes enfants m'ont appelée et je pleurais. Ils m'ont dit « Mamie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas parler, j'étais en état de choc. À une autre époque, ces régions étaient contrôlées par un seul groupe et d'une certaine manière, il y avait moins de violence. Mais maintenant, ces organisations sont fracturées et s'opposent et donc il y a une myriade de groupes qui s'affrontent. Et en plus de tout ça, l'armée. Le conflit est différent, très intense. Et la population vit sous un régime de terreur, de peur. Il y a des coins avec des petits hameaux tout proches où les gens ne se parlent plus car ils soupçonnent le voisin. Lina Vanegas a récemment été en reportage dans une des régions touchées dans le sud-ouest. Quand on s'est rendu dans le Cauca, par exemple, des gens nous disaient qu'ils évitaient un village situé à 1 heure où ils avaient des amis, de la famille, des personnes qu'ils connaissaient. Ils n'y allaient plus parce qu'une personne étrangère au village peut y être soupçonnée d'appartenir à un autre groupe armé. Ça a divisé des familles, des amitiés, et des territoires déjà oubliés par l'État sont maintenant complètement isolés de cercles plus proches. Dans cette région, c'est un groupe dissident des FARC qui sévit.
Sur les images ramenées par le vidéojournaliste Joaquim Sarmiento, qui faisait équipe avec Lina, on découvre un paysage montagneux à couper le souffle, où se mêlent palmiers et champs de coca. Sur le bord de la route, on aperçoit aussi un blindé calciné de la police. Début mars, une trentaine de policiers et un militaire ont été retenus par des villageois avant d'être forcés à quitter le territoire. L'État est presque arrivé trop tard, selon Lina Vanegas. Dans cette région du Cauca, appelée le Canyon del Micay, la population vit du commerce de la feuille de coca et donc du narcotrafic. Les groupes armés manipulent les gens en leur faisant peur. Ils les menacent de ne plus leur acheter la coca si les villageois n'expulsent pas l'armée. Et une partie des gens en a marre des groupes armés qui les instrumentalisent. Mais d'autres pensent aussi que l'État n'a jamais rien apporté, même pas la base. La santé, l'éducation, l'accès à des services de base comme l'eau et l'électricité. C'est ce qu'a raconté à Lina cet homme qui a préféré rester anonyme. Ici, on a voté à 80-90% pour Petro. On a voté pour lui parce qu'il incarnait le changement. Et regardez maintenant, il nous attaque. Il ne nous apporte que la guerre au lieu d'arriver dans nos territoires avec des investissements et des aides pour nos paysans dans nos villages. Au lieu de cela, il vient nous attaquer et bafouer nos droits. À l'autre bout du pays, dans le nord-est, les habitants du Catatumbo se sentent pris en otage. Dans cette région, c'est l'ELN qui fait la loi. Cette guérilla se dispute le territoire avec une autre faction dissidente des FARC et avec le cartel du clan d'El Golfo. Plus de 80 personnes ont été tuées et presque 60 000 ont été déplacées depuis début janvier. Sur place, dans un entretien exclusif à l'AFP, un commandant de l'ELN, Ricardo, a promis que le combat se poursuivra. Si des militaires continuent à être déployés sur le territoire, ce qui est sûr, c'est que la confrontation va se poursuivre. On va se défendre. On va défendre nos acquis, cette histoire qu'on a ici dans le Catatumbo depuis 50 ans. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour le chercheur Jorge Mantilla, Petro a été en quelque sorte trop naïf. Il a décrété un cessez-le-feu bilatéral sans avoir démarré les négociations. Il a même renoncé, par exemple, au bombardement qui était une des tactiques efficaces contre les FARC. Il a libéré des dirigeants de ces groupes. Alors, quand les négociations ont démarré, le gouvernement n'avait plus beaucoup de leviers pour négocier. Gustavo Petro avait selon lui une vision idéalisée liée à sa propre histoire d'ancien guerriero et pensait que les objectifs en faveur d'une plus grande justice sociale étaient partagés. Gustavo Petro l'a dit plusieurs fois. Il pensait que cela serait une négociation rapide, facile, et c'était tout le contraire. En clair, les guérillas n'ont plus les mêmes objectifs. S'il y a 20 ans, elles prélevaient juste leur dîme pour laisser transiter la cocaïne, elles seraient aujourd'hui beaucoup plus directement impliquées dans le trafic. Et la cessation des hostilités leur a surtout permis d'augmenter leur emprise. La Colombie reste le premier producteur mondial de cocaïne et la production était en hausse de 53% en 2023, selon des chiffres révélés en octobre par l'ONU. Le nouveau ministre de la Défense, Pedro Sánchez, est très clair sur ce point. Écoutez-le, c'était lors d'un entretien exclusif avec l'AFP. Ce que l'on observe, c'est que les groupes armés commettent des homicides, des enlèvements. Et c'est juste le sommet de l'iceberg. En dessous, il y a tout un travail de fond criminel pour infiltrer tous les secteurs de la société et de l'État. Pour lui, la solution passe par des mesures militaires et sociales pour reconquérir les habitants des zones touchées. À cela, il faut ajouter, selon Jorge Mantilla, le rôle du Venezuela au nord qui permettrait à des membres de l'ELN de se réfugier sur son territoire pour pouvoir faire pression sur la Colombie, surtout lorsqu'elle était dirigée par le président de droite Iván Duque, le prédécesseur de Petro. Quand le Venezuela a commencé à voir la Colombie comme un ennemi et l'élite politique et économique colombienne comme des ennemis, eh bien, il s'est rapproché de l'ELN et s'est rendu compte qu'il pouvait jouer un rôle très important dans la relation avec la Colombie.
Les nuages s'accumulent donc pour le gouvernement qui a par ailleurs le plus grand mal à faire passer ses réformes en faveur des droits des travailleurs ou pour la santé publique, réclamées par ceux qui l'ont élu, comme lors de cette récente marche dans plusieurs villes du pays. Avec une dernière épée de Damoclès, un retour sur la liste noire des États-Unis, des pays qui n'en font pas assez pour lutter contre la drogue. Une telle mesure ferait perdre à la Colombie des centaines de milliards d'aides américaines utilisées justement pour arracher les plants de coca et la confiance des investisseurs. Ça entraîne une méfiance des investisseurs qui se disent que la Colombie n'est pas un bon endroit pour placer l'argent. Ça représenterait un coup très dur d'un point de vue économique. Et ça représenterait aussi une stigmatisation. Parce que la Colombie a souffert de cette étiquette du narcotrafic pendant de nombreuses années. Une étiquette dont les Colombiens pâtissent encore dans les aéroports internationaux, même si c'était en baisse. Et pourtant, la Colombie, c'est beaucoup plus que ça. Le conflit armé a rendu les Colombiens très résilients. Ce sont des gens qui tentent toujours de se battre pour que leur pays soit un meilleur endroit pour vivre. On a des beaux paysages, de la culture, la musique, la gastronomie. Un pays d'une grande diversité. Et ça, on a su le mettre en valeur. Merci à Micaela Cancela-Kiefer qui a préparé cet épisode. Merci aussi à nos collègues colombiens Lina Vanegas, Joaquim Sarmiento, David Salazar et Juan Restrepo pour leurs enregistrements sur le terrain et à notre correspondant dans le Catatumbo dont nous ne pouvons pas donner le nom pour des raisons de sécurité. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles si vous avez envie de soutenir ce journalisme de terrain. Je suis Emmanuelle Bayon, à très bientôt.